Pendant des décennies, on a tout fait pour rendre nos maisons super hermétiques. On pensait que c'était ça, le progrès. Mais et si on s'était complètement trompé? Si la vraie solution, en fait, venait d'une sagesse beaucoup plus ancienne, l'art de construire des murs qui respirent. Et cette phrase de l'Institut du patrimoine wallon, elle est assez parlante, non? Ça sonne presque comme un avertissement. On a mis de côté des techniques qui ont fait leurs preuves pendant des siècles, un vrai patrimoine. Attention, le but c'est pas de dire « c'était mieux avant ». Non. L'idée, c'est de se demander ce que ce savoir oublié peut encore nous apprendre aujourd'hui. Allez, on attaque le cœur du sujet. Parce qu'avant de chercher des solutions, il faut d'abord bien comprendre le problème. Et ce problème, c'est que nos maisons modernes sont devenues de vraies boîtes étanches. C'est vraiment deux philosophies qui s'opposent ici. D'un côté, le bâtiment scellé. On l'a, et c'est pas une image, littéralement emballé dans du plastique pour être efficace énergétiquement. Le problème, c'est que toute l'humidité qu'on génère au quotidien, en cuisinant, en prenant une douche, elle reste coincée à l'intérieur. Et de l'autre côté, on a le bâtiment respirant. Lui, c'est complètement différent. C'est un peu comme un vêtement technique de sport. Il va gérer l'humidité de manière intelligente en la laissant sortir. Résultat, la structure reste saine et l'air intérieur est bien meilleur. Cette métaphore du Tupperware, elle est parfaite pour comprendre le truc. En voulant à tout prix garder la chaleur à l'intérieur, on a aussi bloqué la sortie pour la vapeur d'eau. Et le résultat, on le connaît, on crée involontairement des conditions idéales pour la condensation et donc pour les moisissures et la dégradation de toute la structure. Bon, mais alors, comment on fait pour qu'un mur respire sans qu'il se transforme en passoire? C'est une bonne question. Et c'est là qu'un concept scientifique assez génial entre en jeu. Ce concept, c'est la perspirance. Alors attention, un mur qui respire, ça ne veut pas dire qu'il y a des courants d'air partout, c'est tout le contraire. Ça veut juste dire que le matériau laisse passer la vapeur d'eau, qui est un gaz, mais pas l'eau liquide, c'est tout. Il peut donc évacuer le surplus d'humidité de l'intérieur vers l'extérieur, un peu comme le fait l'entrepôt en fait. Et là, c'est la question que tout le monde se pose évidemment. Si on laisse la vapeur sortir, est-ce que ça veut dire que la pluie va pouvoir rentrer? La réponse, heureusement, est non. Et l'analogie qui vient juste après va tout éclaircir. Et voilà, un mur respirant, c'est tout simplement le Gore-Tex d'une maison. C'est exactement ça. Sa structure est faite pour que les toutes petites molécules de vapeur d'eau puissent passer à travers, mais que les gouttes de pluie, qui sont bien plus grosses, soient bloquées. C'est exactement le même principe physique qui permet de rester au sec pendant une randonnée. Mais pour que ça fonctionne parfaitement, il y a une règle d'or, une seule règle à respecter absolument. Il faut que le mur soit de plus en plus perméable de l'intérieur vers l'extérieur. En gros, on freine un tout petit peu la vapeur à l'intérieur, on la laisse ensuite traverser l'isolant tranquillement, et à la fin, on lui ouvre grand les portes vers la sortie. C'est la garantie que le mur pourra toujours sécher et ne gardera jamais l'humidité prisonnière. Ok, la théorie est super intéressante, mais en pratique, on utilise quoi pour construire ces murs intelligents? Allez, on va faire connaissance avec les matériaux qui permettent de faire tout ça. Alors, au cœur du système, on a des isolants qui viennent tout droit de la nature. On parle de paille, de chanvre, de fibres de bois. Et leur super pouvoir, en plus d'être écolo et performant, c'est justement leur excellente perspirance. Le petit chiffre à retenir, c'est le mu. Le mu, il mesure la résistance à la vapeur. En gros, plus ce chiffre est bas, plus ça respire. Et là, on a affaire à de vrais champions de la respiration. Et pour habiller tout ça, on a besoin d'enduits qui jouent dans la même équipe. C'est logique. À l'intérieur, par exemple, l'argile, c'est génial. Ça agit comme une éponge. Ça absorbe l'humidité quand il y en a trop et ça la relâche quand l'air est trop sec. Dehors, c'est la chaux hydraulique naturelle qui prend le relais. Elle crée une carapace super résistante contre la pluie, mais qui reste très ouverte à la vapeur. Et la petite touche finale, le badigeon, c'est ce qui vient protéger le tout sans jamais sceller le mur. Bon, maintenant qu'on a les ingrédients, on va regarder un peu les recettes. Parce qu'évidemment, il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Il y a plusieurs stratégies pour assembler tout ça. On peut voir ça en 3 grandes approches. D'abord, la méthode, disons, traditionnelle. Là, on met des enduits bien épais directement sur la paille. Le résultat, un confort et une gestion de l'humidité vraiment top. Ensuite, il y a la voie plus technique. On va utiliser des panneaux et une membrane spéciale. C'est parfait pour les pièces humides, genre cuisine ou salle de bain, ou pour faire passer les câbles électriques super facilement. Et puis, la 3e voie, l'approche hybride, c'est souvent la plus maligne. On mixe les deux, on utilise la bonne technique au bon endroit. Pour que ce soit bien clair, on va décortiquer ce mur technique, de l'intérieur vers l'extérieur. On commence avec l'enduit de finition. Juste derrière, son support, un panneau rigide. Puis vient cette fameuse membrane de contrôle de la vapeur, ensuite bien sûr l'isolant, la paille, et pour finir, à l'extérieur, tout le système d'enduit à la chaux. Chaque couche a vraiment son rôle à jouer pour que la mécanique globale de la perspirance fonctionne à la perfection.
Bon, c'est un sujet technique qui est passionnant, c'est clair, mais concrètement, pourquoi est-ce que cet art un peu oublié redevient si important aujourd'hui? Qu'est-ce que ça change, au fond? Et c'est là que ça devient super intéressant. Parce que tout ça, ce n'est pas réservé aux maisons neuves en paille. Pas du tout. Ces principes, on peut aussi les appliquer à des maisons qui existent déjà, en rénovation, avec ce qu'on appelle l'isolation thermique par l'extérieur, l'ITE. Le principe est assez simple. On vient en quelque sorte envelopper le bâtiment avec un manteau isolant et qui respire. On va fixer des panneaux de fibres de bois ou de chanvre sur le mur extérieur par exemple. Et par-dessus, on applique tout un système d'enduits à la chaux qui sont faits pour ça. On peut citer l'adérical ou l'estucal. En fait, on donne une seconde vie et des performances de dingue à un vieux mur, mais sans jamais l'étouffer. Au final, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un vrai changement de vision. Au lieu de se battre contre l'humidité en essayant de l'enfermer dehors, on va concevoir des murs qui travaillent avec elle, qui la gèrent intelligemment. On utilise les lois de la physique pour créer des bâtiments plus sains, beaucoup plus durables et franchement bien plus confortables à vivre. Et c'est peut-être ça la vraie question que ce savoir-faire retrouvé nous pose. Est-ce que notre maison travaille avec la nature ou est-ce qu'elle se bat contre elle? Parce qu'en choisissant des murs qui respirent, on ne choisit pas juste une technique, on choisit une relation plus saine, plus harmonieuse entre là où on vit et le monde qui nous entoure.